Quelles sont donc les conditions indispensables pour que le numérique contribue réellement à transformer la structure économique du pays? Dans le numérique, un synonyme qui est TIC, c'est des secteurs productifs, c'est des secteurs de distribution et c'est les secteurs des services. Les secteurs productifs déjà, qui est une grande part du numérique, c'est les matériels informatiques, c'est tout ce qui est télévision, donc ça veut dire appareil, tout ce qui est poste, récepteur, émetteur. Et il faut avoir en fait de la connaissance technologique et des moyens financiers et industriels pour pouvoir dominer sur ce premier secteur du numérique qui est le secteur productif, donc le secteur de l'informatique. À l'époque où on lance la ZLCAf, la République démocratique du Congo assure la présidence de l'Union africaine. C'était plus, en tout cas, une contrainte très diplomatique pour nous que de ne faire que l'accepter, mais ça demande une préparation économique et stratégique intérieure avant de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence économique, qu'on définit un peu comme cette manière d'utiliser l'information pour des décisions économiques. Et on sait que pour la grande partie de nos opérateurs, c'est le manque d'information qui souvent est à la base de mauvaises décisions. Comment est-ce que le numérique peut être ce vecteur de passer l'information? L'intelligence économique, c'est trois cercles qui se recoupent et qui donnent à l'intersection l'intelligence économique. D'un côté, vous avez l'information, ou l'information utile qui est le renseignement, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est Alors, prof, merci de nous faire l'honneur d'échanger avec vous. Bienvenue donc sur Money Talks, qui est votre podcast où on parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Alors, prof, pour commencer, je voudrais vous demander en quelques mots de vous présenter pour le bien de ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Ah d'accord, je suis docteur en droit comparé, droit public comparé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'avais présenté une thèse de spécialisation aussi sur le droit de l'économie numérique. Et là, en tant que panéliste, je suis intervenu sur le thème de la transition numérique et de la diversification de l'économie. Voilà. Et je suis enseignant ici dans trois universités principalement et doyen honoraire d'une des facultés de droit de ces universités. Merci, prof. Alors, pour commencer, puisqu'on parle de transition numérique, on parle du numérique, selon vous, à quoi la transition numérique peut-elle devenir un catalyseur de la diversification économique en RDC? En fait, le numérique déjà opère la dématérialisation et efface les distances. Dans le sens où on n'a pas besoin d'assurer des structures de mobilité pour, par exemple, consulter son compte bancaire, pour, par exemple, avoir accès à l'information, pour, par exemple, également avoir accès à des services d'information. La deuxième chose, c'est la disponibilité du réseau qui permet également la circulation des idées, la circulation des valeurs, la circulation de la connaissance. Et pour le moment, nous sommes dans une économie informationnelle où la monnaie est devenue une information, la musique, quand on l'écoute, c'est du streaming, c'est de l'information, et puis le livre, c'est de l'information, la presse aujourd'hui, c'est numériser le papier et c'est de l'information. Et donc, ces deux éléments réunis de la dématérialisation et de la présence des réseaux connectent le Congo au monde. Ça ouvre la voie à un public mondial plus élargi et ça permet également l'accès à des valeurs, à des richesses. Et donc, en cela, ça peut être un élément catalyseur, mais ça peut aussi être un élément qui favorise la captation des richesses d'un monde qui est plus consommateur que producteur. Et donc, cela veut dire aussi que la République démocratique du Congo peut s'ouvrir sur le plan économique, sur le plan social et des connaissances grâce à l'Internet, mais aussi l'Internet vient dans une sorte de colonisation numérique sur plusieurs pans.
Merci. Quelles sont donc les conditions indispensables pour que le numérique contribue réellement à transformer la structure économique du pays? En fait, il faut voir hein, dans le numérique un synonyme qui est TIC. C'est des secteurs productifs, c'est des secteurs de distribution et c'est les secteurs des services. Les secteurs productifs déjà, qui est une grande part du numérique, c'est les matériels informatiques, c'est tout ce qui est télévision, donc ça veut dire appareil, tout ce qui est poste-récepteur, émetteur. Et il faut avoir en fait de la connaissance technologique et des moyens financiers et industriels pour pouvoir dominer sur ce premier secteur du numérique qui est le secteur productif, donc le secteur de l'informatique. Vous vous rendrez compte qu'en termes d'équipement téléphonique, vous avez, en termes de téléphone, vous avez soit des iPhones, soit vous avez tous les restes, Samsung, Tecno et tous les restes. Mais dans Samsung, Tecno et tout le reste, vous avez encore la marque américaine qui est là en termes d'Android, qui appartient à Google, qui est là présent. Et puis, en termes d'ordinateur, si ce n'est pas du Microsoft, ça doit être de Apple, encore. Donc, on se rend compte que ce secteur-là de numérique, qui est le secteur des équipements, c'est vraiment très dominé par des oligopoles. Après, vous avez le secteur distributeur des TIC. C'est aujourd'hui, en fait, une sorte d'ubérisation de l'économie. Lorsqu'on veut prendre son transport ici au Congo et qu'on ne sait pas se battre pour monter dans un bus bondé ou dans un taxi bondé, on utilise Yango ou Carnaio, qui est une application. En fait, c'est des services autres de transport, mais qui sont devenus accessibles grâce au numérique. Et même aujourd'hui, réserver une place dans un restaurant, par exemple. Donc, c'est ce secteur-là, distributeur, que domine aujourd'hui Amazon. Amazon, c'est une grande plateforme et aussi des grands entrepôts qui prennent les produits de tout le monde et qui essaient de les dispatcher partout dans le monde et qui gagnent des bénéfices. Et le dernier secteur du numérique, c'est celui du secteur des services. En fait, on a aujourd'hui le commerce électronique, on a le service financier à distance, on a également l'industrie culturelle qui offre de la musique maintenant à profusion et tout le reste. Et donc, ce numérique-là demande de l'investissement immatériel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient la possibilité d'inventer, et des startups par exemple. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui soient imaginatifs pour se lancer très vite dans le domaine. Comme vous avez vu les influenceuses, Bien sûr. très vite elles se sont lancées. Quand tout le monde est venu après, c'était moins intéressant. Mais il faut aussi des politiques industrielles, des politiques publiques pour pouvoir justement surfer sur cette vague du numérique et de l'économie numérique. Ça demande aussi un certain protectionnisme qu'on appelle la souveraineté numérique. Imaginons que nos ambassades, nos ministères, par exemple, n'aient pas d'adresse avec .cd, des adresses dédiées, et que ces ambassades, ces ministères utilisent plutôt hotmail.com, gmail.com et yahoo.fr. En fait, c'est aussi des données de souveraineté qui sont un peu éparpillées à travers toutes ces plateformes. Et ces différentes plateformes, soit elles vendent la donnée de vos données, soit elles vous envoient de la publicité. Donc, il faut peser sur l'un des maillons, comme on dit, de cette chaîne de valeur. Alors, aujourd'hui, on parle de la ZLECAf, bien un sujet fréquent, on en parle beaucoup partout. Et la peur qu'il y a, c'est que la RDC, avec plus de 100 millions d'habitants, pourrait être plus un marché qu'un vendeur pour profiter d'autres marchés. Quels sont les risques qu'encourt la RDC si elle rate le virage numérique? En fait, c'est une théorie d'école qui répond, hein, c'est les avantages comparatifs. Et puis, c'est aussi une sorte de globalisation de l'économie. C'est vrai que ZLECAf, c'est zone de libre-échange au niveau africain. Parce que d'abord, il faut peser comme des grands ensembles. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est plus de 580 millions
de personnes, à la fois marché de consommation, mais aussi sur l'autre volet, un monde avec des puissances économiques qui sont là. La Chine, c'est aussi un grand marché qui se contient en lui-même d'abord et qui va vers le monde. L'Inde aujourd'hui est passée comme deuxième nation, est passée, non, oui, première nation la plus peuplée au monde, et vous voyez bien comment le capital humain indien va conquérir aujourd'hui le monde et des marchés bien précis. Ils étaient dans l'informatique, maintenant ils sont sur le commerce général et tout le reste. Et donc, c'est déjà ça l'idée d'être une Afrique de 1,1 milliard 500 millions de personnes qui pèsent en tant que marché. Maintenant, la question que vous posez, c'est au sein de l'Afrique, dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, si jamais nous, RDC, nous avons une population, mais nous n'avons pas une industrialisation, ça veut dire on n'a pas des produits de manufacture qui nous permettent de commercer avec les autres. Et donc, ceux qui ont à offrir viendront chercher là où il y a la demande, monsieur. Et la demande est plus importante en centaines de millions de personnes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des capitales singuliers. Il y a des choses qu'on ne peut trouver au Congo. Par exemple, notre Okapi. Il y a des choses comme ça, donc des filières où on n'a pas besoin d'un protectionnisme artificiel parce que naturellement, nous avons cette valeur en singulier par rapport aux autres. Travailler sur le tourisme, par exemple. Travailler, par exemple, sur l'installation des unités de première transformation de nos produits extractifs. Il y a le cacao. On m'a dit maintenant, la filière cacao au Congo, ça monte. Il y a également tout ce qui est produits lignés et tout le reste. Il faut que nous réussissions à obtenir un captage de rente sur au moins la deuxième chaîne qui n'est pas que la chaîne extractive. Prenez l'exemple vraiment dans la même logique du corridor de Lobito. Oui. Mais on se rend compte que c'est une veine ou une artère qui traverse le corps géographique congolais sans pour autant lui profiter. Ça veut dire les produits sont extraits au niveau de la zone cuprifère du Katanga et on s'assure que la chaîne logistique est fiable pour finalement aller payer les transits en Angola et sortir par le front de mer angolais. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas non plus les infrastructures qui permettent justement d'avoir un port en eau profonde et une facilité d'accès à ces produits. Et finalement, ce sont ceux qui exploitent qui viennent eux-mêmes pour pouvoir aller les chercher, sécuriser en amont toute la chaîne. Donc, mais je dis une chose, à l'époque où on lance la ZELCAF, la République démocratique du Congo assure la présidence de l'Union africaine. C'était plus, en tout cas, une contrainte très diplomatique pour nous que de ne faire que l'accepter, mais ça demande une préparation économique et stratégique intérieure avant de s'ouvrir au monde. Comme Talleyrand d'ailleurs le disait, c'est les forces de dedans qui conditionnent les puissances du dehors. Alors, aujourd'hui, on parle de l'intelligence économique, qu'on définit un peu comme cette manière d'utiliser l'information pour des décisions économiques. Et on sait que pour la grande partie de nos opérateurs, c'est le manque d'information qui souvent est à la base de mauvaises décisions. Comment est-ce que le numérique peut être, quelle opportunité amène ce numérique pour être ces vecteurs pour passer l'information? L'intelligence économique, c'est 3 cercles qui se recoupent et qui donnent à l'intersection l'intelligence économique. D'un côté, vous avez l'information, ou l'information utile qui est le renseignement, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est la défense, ça veut dire la protection de ce qu'on a comme valeur. Et puis, le troisième cercle, c'est la performance. Et donc, quand vous associez l'information utile pour pouvoir faire plus davantage faire, l'optimisation, ne peut pas faire plus d'optimisation, et mieux vous défendre, vous faites de l'intelligence économique, justement. Le numérique aujourd'hui
est une infosphère. On peut avoir les informations de partout dans le monde, ok, juste parce que on a l'Internet. Au Sénégal, où j'ai étudié, c'est un réflexe. Ça veut dire le vendeur, le producteur d'arachide qui est vraiment au fin fond du village, lorsqu'on vient le voir pour pouvoir acheter la quantité d'arachide nécessaire à l'exportation, vous lui donnez un prix, lui, il va sur son téléphone. Il regarde le cours de change sur le marché international de l'arachide. Donc, c'est déjà un élément d'intelligence économique. Vous avez également nos données personnelles. C'est très important, mais il faut le voir à l'échelle plus grande. Chacun de nous est devenu en fait un ticket. Tout ce que nous faisons comme activité sur le réseau Internet se concentre sur notre avatar. C'est simple, hein. L'exemple, c'est quoi? C'est le procureur de la CPI qui porte son travail sur Israël et Gaza, et tous ses comptes Microsoft sont bloqués. Et donc, il ne pouvait plus accéder à ses mails, il ne pouvait plus accéder à ses affaires, à ses données. Parce qu'en fait, notre avatar informatique, comment on dit, rassemble un certain nombre d'informations qui font notre moi numérique. Et donc, en termes d'intelligence économique, on peut facilement agréger et modéliser, profiler le comportement humain et savoir vous adresser des publicités ciblées, savoir également vous géolocaliser et faire de la filature électronique, savoir également quelles sont vos préférences et que en atterrissant parce que vous êtes un grand patron dans un hôtel 5 étoiles, vous vous rendez compte que le design de la chambre épouse votre mental et c'est comme si vous étiez à la maison. Mais toutes ces informations, en réalité, sont puisées sur le numérique parce que le numérique est un environnement qui est très intrusif et qui agrège un certain nombre d'informations sur les gens et qui deviennent justement une valeur économique. C'est comme ça que Judith Rockwell a écrit un livre et Valérie Laure Pénabou disant la valeur au bout du clic. L'exemple qu'on peut donner, hein, c'est aujourd'hui les applications de transport comme Yango. Ça veut dire si un jour quelqu'un peut prendre votre historique de navigation sur l'année, il peut savoir quels sont vos restaurants préférés, il peut savoir quels sont, à quel moment vous allez peut-être dans une église, à quel moment vous allez jouer au tennis, à quel moment vous sortez le plus et où est-ce que vous allez le plus. Et donc, toutes ces informations-là peuvent être utilisées en termes d'intelligence économique pour faire plus d'optimisation selon les buts stratégiques qu'on a. Pourquoi, par exemple, TikTok marche bien chez les Africains? Parce que c'est une plateforme qui nous ressemble, mais dans sa conception, les Chinois ont fait que ce soit une plateforme parodique. Ça veut dire purement récréatif, sans trop de censure et sans trop d'intelligence. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est l'algorithme qui travaille pour nous à aller chercher ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse sans que nous ayons à surfer, aller chercher. Et ça se tourne vers davantage un public africain et du tiers-monde. Et ça fait nettement concurrence aujourd'hui à comment il s'appelle encore, à YouTube, qui est obligé d'essayer de faire des shorts. Voilà, des shorts pour pouvoir rester dans la tendance. Parce que cette intelligence économique est assise sur ce qu'on appelle l'effet de réseau. Ça veut dire que, le modèle économique, il est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vous devez être très nombreux à venir sur la plateforme. Et ensuite, la plateforme sait monétiser votre présence. Et donc, l'utilité du réseau accroît à mesure que le nombre d'utilisateurs accroît. Et donc, lorsque vous avez regardé cette concurrence qui se fait sans dire son nom, entre TikTok et YouTube, c'est sur le produit lui-même. Et puis, vous avez aujourd'hui WhatsApp et à un moment donné Telegram.
lorsqu'on a dit que WhatsApp n'avait plus toute la sécurité de nos données qui étaient cryptées et pouvait les partager avec ces autres plateformes. Exactement. Tout le monde est allé sur Telegram. Donc, ce sont des mouvements d'intelligence économique qui s'illustrent effectivement dans le domaine du numérique où on a une économie de verrouillage, on a une économie des masses, on a une économie informationnelle, on a une économie du savoir, on a une économie de l'immatériel. Mais parce que vous parlez de ça, tout de suite, on voit qu'il y a quand même un danger de la sécurité. Donc aujourd'hui, on parle de la cybersécurité. Donc si on migre déjà dans le numérique et qu'on parle du commerce, quel est notre niveau de préparation à ce stade? Je vais avoir les paiements et... Non, je vais vous dire une chose. Je cherche l'exemple le plus simple. Quand vous allez dans les distributeurs automatiques des billets ici à Kinshasa, vous voyez une personne qui vient avec sa carte, qui ne sait pas l'utiliser, qui donne à n'importe qui qu'il trouve sur place en lui disant est-ce que vous pouvez m'aider? Et voici d'ailleurs mon code. Est-ce que nous avons la security by design? Ça veut dire dans notre façon de concevoir le numérique, dans notre façon même de recevoir les équipements, les produits du numérique, est-ce que nous pensons d'abord sécurité? Lorsque nous sommes dans un pays où on dit bonjour, comment ça va, comment va la famille, ah, comment va la santé, ah, comment va votre jeune fils et tout ça, est-ce qu'on a la même perception de l'exposition que nous avons sur les réseaux sociaux pour parler même des données personnelles? Parce que nous-mêmes, nous communiquons ces données. Bonjour, ça suffit. Mais quand on dit comment ça va, ah, et on connaît les états, les bulletins de santé de beaucoup de personnes. Donc, c'est d'abord une question de culture parce que la sécurité est la fille de la peur. Pour que vous pensiez sécurité, vous devrez vous sentir menacé ou en danger. Mais chez nous, le numérique, le téléphone est venu comme étant un objet du quotidien qui sert et qui délasse. OK? Mais on ne sait pas qu'en s'exposant sur les réseaux sociaux, on se met, ou sur l'espace numérique, on se met en danger. L'autre chose également, c'est les équipements. Vous voyez dans des bureaux ou des salles d'attente des plus stratégiques où on a mis des télévisions, des postes téléviseurs connectés, qui donc peuvent à la fois filmer ce qui se passe dans la fameuse salle d'attente privée et où qui peuvent également vous faire venir ce qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'on a conscience que lorsque nous achetons dans le commerce des téléviseurs connectés avec caméra pour les mettre dans les salles d'attente des ministères, qu'on s'expose? En fait, le numérique porte le masque de tout ce qui est liberté, mais derrière, il y a beaucoup de sécurité parce que Internet, au début, c'était d'abord une application militaire. Et on l'a démocratisé par la suite. Mais, comment on dit, c'est très intrusif, c'est très traçable, c'est très identifiant. Parce que aujourd'hui, vous allez remarquer que sur tous nos téléphones, nous avons, comment on dit, sur tous nos téléphones, nous avons des marques de reconnaissance faciale. Oui. Mais on vous dit que ces éléments ne sont pas logés ici dans nos serveurs, ils sont plutôt dans les CEIR de ceux qui offrent ce produit. Ça peut être Apple, ça peut être ceci, cela. Alors, est-ce que nous avons conscience de tous ces éléments de sécurité qui nous concernent? Avons-nous conscience qu'un véhicule full option a à peu près 1 million de lignes de code et des puces électroniques et qu'il est possible à distance de provoquer un accident? Mais est-ce que les personnes les plus friquées, les plus puissants qui les achètent ont conscience de cela? Voilà. Oui. Donc, la cybersécurité est consubstantielle à l'utilisation du numérique, mais c'est une question de sentiment de confiance et de sentiment de risque qui est pris. Si ceux qui nous suivent peuvent
tout oublier de tout ce qu'on a dit et peuvent retenir une chose pour la fin. Qu'est-ce que ce serait? Que le numérique est un élément fantastique qui catalyse toutes les libertés. Liberté d'expression, liberté de communication, liberté du commerce, liberté de l'industrie, liberté fantastique de pensée et d'opinion, mais seulement c'est un élément assez neutre qui ne vous profite pas lorsque vous n'avez pas de stratégie pour vous l'approprier et le mettre à votre service, et par rapport à des objectifs de puissance, des objectifs de performance, des objectifs d'éducation pour tous, des objectifs d'information des masses et tout le reste. Donc, et puis il faut également se dire que le numérique détruit aussi la valeur des fois lorsqu'on a mis beaucoup d'efforts à produire quelque chose d'intellectuel. Puis une fois que c'est dans le numérique, vous en perdez le contrôle. Il tue également de la valeur parce que il tue également des emplois. Ça veut dire que dès qu'on a automatisé ou numérisé une activité, comme celle des guichetières de banque, par les distributeurs automatiques de billets, il faut maintenant aller dans des professions les plus qualifiées et les plus spécialisées. Et donc, quand on accepte le numérique, il faut aussi se dire qu'il faut ouvrir d'autres pans de formation pour que l'humain reste utile là où le numérique le rend inutile. Professeur Kono, merci beaucoup. Je vous remercie.